Julien Balavoine, donc je suis le directeur développement d'ADX Group. Et ADX Group, c'est un bureau d'études spécifiquement dédié à l'existant. On a très très peu de sujets, voire quasiment jamais sur les travaux neufs. Nous, notre engagement, il est autour de l'amélioration du patrimoine existant, autour de 3 valeurs fortes qui sont la sécurité, puisqu'on est une société qui est historiquement dédiée au repérage de polluants. L'éthique, puisque dans la manière de communiquer, dans la manière de conseiller, dans la manière d'accompagner, on a décidé que c'était un pilier essentiel dans la relation. Et l'environnement, et notamment le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner la décarbonation et optimiser la gestion du bâti. Donc, en rappel contextuel, il y a les accords de Paris qui nous mettent une cible en 2050 de neutralité carbone. Donc, c'est l'objectif principal qui est retenu par la France. Et comme le disait Sylvain tout à l'heure, le secteur résidentiel et tertiaire, donc le bâtiment au sens large, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, dont les 2 tiers pour le logement. Donc, ça représente tout de même 12% des émissions de gaz à effet de serre en France. D'où l'accélération des outils réglementaires et législatifs autour de la décarbonation et autour de l'amélioration de la performance. Si tu peux passer à la slide suivante, je vais rappeler un petit peu les acronymes qu'on croise de plus en plus aujourd'hui. Donc SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est elle qui définit la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc qui fixe pour objectif la neutralité carbone à 2050. On va parler aujourd'hui de PSSED, c'est le plan simplifié de stratégie énergétique et décarbonation, donc qui va concerner les bailleurs sociaux. C'est l'ex-PSP décarbonation. Le PSP décarbonation, c'est un terme qui n'a pas duré très longtemps. Ça conditionnera l'octroi des aides à partir de 2025 pour l'accès à un plan de 1,2 milliard d'euros pour la période 2024-2026, avec un levier immédiat qui concerne tout le monde, qui est l'éradication des passoires énergétiques. Il y a le dispositif pour la partie tertiaire, éco-énergie tertiaire, avec des obligations de réduction des consommations de moins 40 à moins 60% sur 2030, 2040 et 2050. Et puis, on en a déjà parlé dans les précédentes webconférences, mais la loi climat et résilience qui a posé des jalons sur les interdictions de louer. Donc, avec les premières interdictions de louer concernaient les G en énergie finale à plus de 450, donc ça s'est passé. Arrive au 1er janvier 2025 tous les G, 2028 les F, 2034 les E. Donc, toutes ces réglementations se rejoignent sur une même cible, c'est-à-dire que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, le premier gros travail va être de travailler sur le bâti qui a le plus besoin de travaux, les passoires énergétiques, aussi bien dans le logement que dans le monde du tertiaire, puisque pour atteindre ces objectifs de réduction, on va surtout s'atteler dans un premier temps à attaquer les sujets les plus évidents, qui sont ceux qui ont le besoin de plus de travaux à date. Voilà, merci pour cette tour d'horizon. La prochaine étape, Julien, l'importante là sur la partie location, c'est 1er janvier 2025, hein, c'est ça? Tout à fait, 1er janvier 2025, c'est une deuxième étape, hein, puisque il y avait déjà l'interdiction de louer les immeubles, enfin les logements en G à plus de 450 kWh par mètre carré par an en énergie finale. Là, c'est tout léger, donc dans 6 mois, un peu moins de 6 mois maintenant. Et 3 ans après les F, sachant que on ne peut pas dresser une carte trop représentative à bord de chaque parc. Chaque parc est indépendant, mais on voit bien qu'en national, c'est à peu près 15% des logements qui sont dans les G et les F, à quelques pourcentages près, puisqu'à chaque fois qu'il y a des recensements, on voit que ce pourcentage bouge, mais si on part sur une logique d'une quinzaine de pourcents, on est plutôt dans le bon volume.
Et donc, on voit que si on y met les E sur les 10 prochaines années, puisque 2034, finalement, c'est dans un peu moins de 10 ans maintenant, 1er janvier 2034, on va impacter un gros tiers du parc de logement français sur les interdictions de louer et donc sur la nécessité de faire des travaux. Voilà, et puis Quand je montre finalement 10 ans, c'est rien hein, quand on regarde à l'échelle des travaux, hein, le temps de se mettre en 10 ans, mouvement. Et c'est pas grand-chose, et puis on voit bien que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que là, on va parler bailleur, puisqu'on a Sylvain qui va nous parler un petit peu des spécificités d'un bailleur social. Mais on voit bien que dans le monde du tertiaire, le niveau d'accélération est le même, et que tout propriétaire bailleur va avoir finalement les mêmes contraintes, avec des leviers différents. Là, on va parler PSSED pour les bailleurs sociaux, mais il est évident que pour un propriétaire bailleur, il va avoir MaPrimeRénov qui va pouvoir l'accompagner financièrement dans son projet de travaux. Il y a tout un tas de dispositifs en fonction de chaque cas de figure pour accompagner tout l'écosystème. Et c'est bien tout l'écosystème du bâtiment au sens large qui est bien concerné par à peu près le même calendrier. voilà, De là, toute façon, avec 2050. on est descendu un peu dans le détail du logement, cher public, sur tout ce que vous devez, ce à quoi vous devez penser pour réaliser votre rénovation, votre décarbonation correctement. Ouais, alors là, j'ai pris le cas un peu standard du cheminement dans le temps qu'on a avec un certain nombre de clients. Mais généralement, le point de départ de la réflexion, aujourd'hui, ça reste quand même le DPE, qui est le point de constat du poids du parc à date en termes de consommation moyenne et de performance moyenne. Et le DPE est un outil de comparaison, hein. Je le répète très régulièrement. Le DPE, c'est pas un outil qui vous dit pour tel logement, la performance, elle est exactement celle-là. Elle permet par moyenne et avec des données d'entrée stables de comparer deux logements entre eux. Et c'est bien de ne pas le perdre de vue, ça, que c'est un outil avant toute comparaison, le DPE. Donc, généralement, le point d'entrée, c'est le DPE. De plus en plus de clients aujourd'hui ont ou sont en train de faire un bilan carbone. Ce bilan carbone, c'est l'agrégation finalement de toutes les données de l'entreprise qui permettent de mesurer le poids carbone à date. Et derrière, une fois qu'on a fait ce bilan carbone, on va arriver sur une étape où on va projeter des travaux d'amélioration. On va projeter finalement la baisse du poids carbone. Si on parle d'un bailleur, par exemple, quand on parle de PSP décarbonation, on voit bien que ça passe majoritairement par des travaux de rénovation. Donc là, on va passer par de l'audit énergétique pour scénariser finalement des hypothèses. Et on en revient sur tous les échanges qu'on a eus pendant une heure. Il n'y a pas de scénario idéal. C'est pour ça qu'il y a une grosse part d'échange entre finalement le donneur d'ordre et l'auditeur. C'est-à-dire que on peut faire différents scénarios, on peut faire différents arbitrages. Ce qui est certain, c'est que le bon scénario de l'audit, c'est celui qui correspond à la stratégie aujourd'hui du client. Et ça, c'est hyper central. C'est pour ça qu'il y a une grosse brique conseil aujourd'hui pour une société comme la nôtre. C'est sortie de l'audit, cette brique conseil, elle est essentielle. C'est-à-dire que on a scénarisé et là, on va commencer à échanger pour voir comment ça va se positionner sur la stratégie. Si Oui, on parce qu'il y a, raisonne à il y a- il y a l'échelle, une, il y a une itération qui est faite, hein, c'est ça. Ce schéma-là, il vous amène à changer le comportement, l'activité, le fonctionnement, et donc du coup, ça amène le client à réfléchir, et donc là, vous itérez, ainsi de suite, hein. oui, et puis moi, de ce que je vois, parce que je suis amené à travailler avec bon nombre de bailleurs, c'est que même au sein d'un parc donné, on va pas avoir forcément la même stratégie par opération parce qu'il y a tout un tas de facteurs, enfin, notamment pour un bailleur social, qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on a parlé de beaucoup de rénovation énergétique, mais il y a des notions d'accessibilité, il y a des notions de stratégie locale aussi qui viennent s'empiler. Et donc tout ça fait que il n'y a pas de scénario standard où on va se dire pour tous les immeubles, je vais faire ces travaux-là. Donc il y a une grosse part d'échanges et de conseils. Et derrière, et c'est un gros rappel parce que j'ai vu une question dans ce sens-là, il est évident qu'une fois qu'on a défini les travaux qui seront nécessaires,
Pour tout bâtiment d'avant 97, il faut faire le repérage amiante avant travaux. Il y a le repérage plomb avant travaux. Il y a tout un tas de polluants aujourd'hui qu'il est nécessaire de maîtriser dans le risque. Risque d'exposition des salariés, mais aussi parce que bien souvent les rénovations se passent en milieu occupé, exposition des occupants. On ne peut pas parler de décarbonation sans parler du PEMD et de s'offrir les possibilités de réemploi. Alors on est au balbutiement des filières, mais il est évident qu'il n'y a pas de filière qui va s'organiser si on ne recense pas déjà les gisants. On peut s'appuyer, et Et ça puis il y a des process industriels aussi à mettre en œuvre là aussi pour le PEMD. On est au début de cette histoire, hein. Il est évident que pour qu'il y ait un électrochoc sur les filières, il faut que sur la plateforme CSTB, il y ait une agrégation de données. Ça ne veut pas dire que les données agrégées vont être exploitées à date de manière ultra efficiente. Mais si demain on voit qu'il y a des gisements partout, sur tous les territoires, il va y avoir un phénomène d'accélération. Et puis il y a tout un tas de freins aujourd'hui qu'on se met au réemploi. Sylvain l'a dit, sur une opération neuve, réemployer des menuiseries, quand bien même elle serait pas, quand bien même elle pourrait être performante, ou en tout cas pas déconnante en termes de performance. C'est un vœu pieux dans le sens où faut trouver le bon poseur qui va garantir la pose d'un ouvrage existant qu'il n'a pas acheté. Faut trouver l'assureur qui accepte de dire oui aujourd'hui. Enfin, on voit que ça va maturer, mais ce qui est certain, c'est que la première étape, elle est essentielle. Faut recenser pour déjà identifier les gisements et qu'il y ait des retours d'expérience qui se mettent en place. Il y a aussi toute la partie numérisation. Pourquoi je parle de numérisation sur une opération de rénovation? C'est que, alors, il y a toujours des contre-exemples, mais on est faiblement doté dans nos études de plans. On a très peu, finalement, de relevés fiables de l'état existant. Et c'est vrai que de plus en plus, on va pousser nos clients à faire un relevé numérique du bâti, qui va avoir déjà pour gros intérêt de bien fiabiliser la donnée d'entrée, et puis surtout s'offrir l'opportunité dans un avenir plus ou moins proche de passer au BIM. Alors on a déjà fait des web conférences sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus, mais dans une logique d'exploitation, de maintenance, de traçabilité, on voit bien que il y a un produit qui doit maturer, et le BIM, le BIM peut être une pierre angulaire de ce suivi dans le temps. Mais encore une fois, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un petit rappel. Le BIM, c'est juste un bon outil de classement pour retrouver facilement les informations. Et je vais peut-être arrêter là sur le BIM parce que c'était pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on voit bien d'ailleurs pour fiabiliser nos DPE, pour fiabiliser les audits, pour fiabiliser les études, plus on a de données sur l'état existant et plus on va être fin finalement dans la modélisation. Et donc, modélisation de la performance, hein, j'entends. Et c'est bien de se le rappeler, c'est-à-dire que si on a une bonne gestion documentaire, on sait alimenter les bureaux d'études avec les bonnes informations, et moins on a d'hypothèses par défaut, et plus on est fin. Juste pour continuer sur mes Ouais. polluants quand même, parce que c'est un gros rappel, la grande majorité des clients aujourd'hui pensent au repérage. Juste un gros rappel aussi, il y a toute la partie contrôle, c'est-à-dire que les mesures libératoires, la métrologie de chantier, tout ça, c'est ce qui va permettre quand même de s'assurer que le chantier, au regard de la présence d'amiante, utilise des modes opératoires qui sont fiables et vérifiés. Et le vérifier, c'est la métrologie de chantier. Et ça, je tiens vraiment à le rappeler parce qu'on ne peut pas parler de travaux sans parler de la présence de polluants. Et la sélection des entreprises pour vérifier que la compétence est bien là dans la gestion des polluants et qu'on ne va pas mettre en risque les occupants, il faut vraiment penser à ces sujets de mesure sur chantier. Et puis, in fine, à la fin de la chaîne, une fois qu'on a fait les travaux, ben, on refait le DPE parce que la donnée d'entrée a changé. Et surtout, on met à jour le bilan carbone. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le bilan carbone va être un outil de mesure pour l'octroi de financement, pour l'octroi de prêts de la part de différents organismes. Un établissement, quel qu'il soit bailleur, que ce soit ADX Group, que ce soit n'importe quelle entité, qui n'aurait pas une stratégie carbone assumée et transparente,
pourra pas à terme être considéré comme un acteur, un acteur pérenne. Et je pense que cette stratégie, il faut au moins qu'elle soit posée et transparente. Ça ne veut pas dire que toutes les stratégies seront bonnes, ça ne veut pas dire qu'on fera tous les bons choix, mais en tout cas, on ne peut pas en faire. On peut pas ne pas en faire. Voilà. On ne peut pas ne pas avoir de stratégie aujourd'hui.